Donc nous sommes presque au complet. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous rejoindre. Donc l'idée est là une table ronde où chaque participant va nous donner son point de vue en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et puis d'une discussion. Et donc on va essayer de tenir un petit peu le temps de parole, 5 minutes chacun, pour qu'on puisse, si possible, avoir un tout petit temps de discussion. Je vais passer la parole au professeur Odile Rosy. Odile est présidente de l'Université de Toulouse et présidente de la commission santé de FU. Donc à ce double titre, Odile, est-ce que tu peux nous dire comment tu vis en tant que président d'université l'universitarisation de ton territoire, et est-ce que finalement, en tant que présidente de la commission santé, une vision nationale peut commencer à se dégager? Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Benoît pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de venir échanger autour de ce sujet essentiel pour nous aujourd'hui. Les universités, que cette notion de territorialisation ou d'universitarisation des territoires. En tout cas, je voudrais en guise d'introduction préciser 2 points essentiels. Que cette universitarisation des territoires repose, comme cela a déjà été dit, par nos composants de santé. Et quand je parle de composants de santé, j'entends la médecine, la maïeutique, les paramédicaux, l'odontologie et les pharmaciens, bien sûr, parce que ce sont ces composants de santé qui vont exprimer ces missions universitaires dans les territoires. Mais c'est aussi notre CHU, parce que ce n'est pas pour rien qu'on a une convention hospitalo-universitaire qui nous permet d'allier nos forces pour cette dynamique. Donc je voudrais séquencer mon propos en 3 points. Vous allez voir, ça n'excédera pas ces 5 minutes. En premier lieu, je crois que notre richesse, c'est le maillage territorial que nous offrons. Et ce maillage territorial, c'est aussi la diversité qu'il représente. Et je parlerai à ce titre-là des centres hospitaliers non universitaires, des IFSI. Pour ce qui me concerne, Occitanie-Ouest, il y a 13 IFSI. Ce sont aussi tous les libéraux que nous avons formés, comme cela a été dit, puisque quelque part, ils sont tous passés par nos rangs des universités ou des UFR Santé. C'est aussi les collectivités territoriales qui nous accompagnent et qui ont saisi à nos côtés l'enjeu qu'était ce maillage territorial et cet exercice dans le territoire. Mais c'est aussi, et à ce titre, l'université, elle a sa composante santé dans le territoire, mais parfois elle a aussi d'autres composantes qui peuvent être des alliés pour structurer, que ce soit l'accès à la formation, que ce soit l'accès à la recherche, et surtout, je crois, pour structurer cette vie étudiante essentielle dans les territoires, cela vient d'être dit, aujourd'hui, où nos futurs professionnels de santé, et ça a été encore montré par une étude récente, ont une certaine souffrance. Donc je crois qu'apprendre ensemble, à travailler ensemble, avoir des lieux de vie partagés dans les territoires avec aussi d'autres étudiants qui ne sont pas de santé, c'est aussi une richesse et qu'il faut s'emparer de ce sujet également. Nos missions aussi, c'est 3 accès, un triple accès à réussir. Donc l'accès aux soins, celui-ci, il est évident, c'est notre cœur de métier. Alors je dis notre parce que vous vous en doutez, je suis issue du monde de la santé. Donc c'est ça notre objectif, c'est que tous les citoyens aient un accès à un soin de qualité partout. C'est l'accès à la formation. L'accès à la formation, ça veut dire mettre et disposer de formation dans les territoires, mais c'est aussi, comme cela a été très bien dit par une des oratrices, permettre aux étudiants, enfin aux jeunes des territoires, à imaginer pouvoir se projeter dans des études à l'université. Et ça, je vais y revenir dans un instant. Les lycées qui font une expérience avec nous de ces options santé en sont un très bon exemple. Le dernier point, c'est la recherche. Vous l'avez évoqué. Cet accès à la recherche qui est un levier d'attractivité, ce qui fera le lien avec le point suivant. Et cet accès à la recherche, nous avons réussi, grâce au CHU, à en faire un réseau avec nos hôpitaux d'Occitanie-Ouest. Et cette vraie dynamique qui s'initie entre les centres hospitaliers non universitaires, les CHU et le monde de la recherche, au sens large, parce qu'il peut y avoir directement de la recherche clinique, mais aussi de la recherche dans d'autres domaines, et aussi une richesse. Pour terminer sur l'attractivité, je crois que l'attractivité, c'est le combat des territoires, mais c'est aussi le combat des universités. Et qu'il faut arrêter d'opposer l'ancrage territorial que l'on revendique
et la visibilité internationale, parce que les deux sont complémentaires et les deux se potentialisent. Et l'ancrage territorial, comme je viens de l'évoquer à plusieurs reprises, est une de nos forces et une de nos fiertés. Alors, pour terminer et ne pas être trop longue, je vais me permettre de vous énoncer la stratégie que nous avons eue en Occitanie. Et là, je parle de Est et Ouest, même si vous voyez sur cette carte un grand blanc côté Est. Ce n'est pas parce qu'il n'existe rien, mais je ne me suis pas permise de parler à la place d'Isabelle Lafont et de tout ce qu'elle a mis en place de son côté avec les autres conférences de santé. Mais nous avons depuis toujours, et je pense que ça fait notre force en Occitanie, choisi de porter une politique régionale commune Est et Ouest. Et donc nous travaillons avec les lycéens, donc les lycéens de l'option santé. Le but n'est pas de bachoter pendant cette année de lycée les cours de première année d'accès en santé, pas du tout. C'est de découvrir les métiers de la santé, premier point. Le deuxième point très important, c'est de leur donner des notions de méthodologie et puis de qualité de vie, au sens où pour réussir dans ses études, il faut réussir à bien se nourrir, réussir à continuer à faire de l'activité physique et du sport, réussir à gérer son stress et avoir une méthode de travail. Et c'est ça que ces options santé dans les lycées permettent également. Ensuite, nous avons permis à nos étudiants de deuxième cycle d'aller de façon obligatoire, et là je rejoins un des intervenants, et ça ce n'est possible que si on peut les loger et les nourrir, de façon obligatoire dans tous les territoires, 2 fois au moins pendant l'externat, donc enfin, entre la 4e et la 6e année, en CH et chez les médecins généralistes, qui sont aussi nos relais et notre maillage territorial avec de l'universitarisation de la médecine générale également. Le 3e cycle aussi a été amplifié, y compris les docteurs juniors. Et enfin, le dispositif est beaucoup plus récent, mais ce sont les chefs de clinique territoriaux qui sont financés à la fois par la région et par l'ARS et qui ont permis donc à un petit nombre, aujourd'hui 10 de chaque côté de notre région, de chefs de clinique territoriaux d'être en position dans les centres hospitaliers non universitaires, donc qui sont devenus de ce fait universitaires. Et qui coordonne les étudiants en santé dans ces centres hospitaliers. Et je crois qu'il faut le voir aussi par une coordination des étudiants en santé de façon globale. Et pour ces chefs de clinique, on vient de l'évaluer, 60% d'entre eux vont rester dans le territoire. Ça veut dire qu'on a un vrai levier aussi d'exercice dans les territoires. Donc pour terminer, je pense qu'on a tous partagé cela par nos différentes interventions. En tout cas, c'est unique qu'on arrivera à relever ces défis sociétaux que d'avoir des territoires attractifs et où nous arrivons à combiner nos actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Odile. Je donne la parole immédiatement Voilà, on va enchaîner. On va enchaîner sur 3 de nos panélistes, oui. Et puis on fera peut-être un petit moment de discussion à ce moment-là. Et on va s'éloigner un petit peu. Il nous a semblé intéressant de solliciter aussi notre collègue des Antilles, donc le professeur Christophe Deligny, qui est doyen à l'UFR Santé de l'Université des Antilles, qui est PUPH en médecine interne, avec un regard aussi sur votre territoire, parce que je pense qu'il y a des singularités également peut-être aussi. Oui, nous sommes une université et une UFR Santé qui a 45 ans à peu près. Et donc, comme le disait un des anciens doyens, nous sommes au milieu du gué. C'est-à-dire que nous avons à peu près la moitié des spécialités qui sont universitarisées. Et nous restons dans le gué parce que nous avons remarqué un certain nombre de difficultés. Alors c'est très important cette universitarisation parce que alors c'est une UFR qui était présente sur 3 CHU, mais la Guyane est en train de se séparer. Donc nous sommes 2 territoires, Martinique, Guadeloupe, qui sont éloignés, mais qui ont des choses qui sont proches et des choses très différentes, qui nous ont permis de comprendre des difficultés à maintenir des universitaires, en tout cas à créer des universitaires. Nous avons une population qui est vieillissante. Il y a peu d'autres villes, contrairement à beaucoup de territoires dont j'ai entendu parler. Nous avons peu de gros CH. Nous avons des CHU qui sont centraux sur des petits territoires. Et cette universitarisation, elle est très importante parce que quand on a un universitaire et qu'il correspond à peu près à ce qu'on a vu du lien avec les étudiants hier, eh bien, ça permet d'étoffer les équipes et on voit que ces équipes restent et donc permettent un accès aux soins.
dans la spécialité. La médecine générale, vous l'avez vu, mais vous n'avez peut-être pas regardé les Antilles. Nous sommes juste un peu en dessous, mais nous sommes un des rares départements où il y a chaque année, et c'est un des effets de l'UFR Santé, nous avons chaque année une augmentation du nombre de médecins généralistes, même s'il reste sur le territoire des difficultés d'accès dans certains endroits. C'est quelque chose qui nous semble se combler dans le futur. Par contre, l'accès dans beaucoup de spécialités dépend énormément de la présence d'un universitaire ou pas. C'est difficile de venir s'installer aux Antilles parce que c'est ilien. Qui a vécu dans une île longtemps. C'est une culture différente. C'est une population qui est majoritairement afrodescendante. Donc il y a une culture différente, il y a une organisation différente. Et donc il y a beaucoup des étudiants qui sont issus des subdivisions métropolitaines qui repartent. La large majorité, c'est même beaucoup plus que ça. Nos propres étudiants, puisque nous avons une PACES et une PACE-LAS depuis très longtemps, nos propres étudiants partaient en métropole et ne revenaient que même pas à un tiers. Ces étudiants, et c'est là qu'il y a un intérêt de voir les différences entre la Martinique et la Guadeloupe a beaucoup investi sur des jeunes issus de son territoire. Donc il y a peu ou pas d'instabilité à l'hôpital, alors que la Martinique a peu investi sur ces jeunes issus de notre centre de formation, de notre UFR. Et nous avons eu donc des universitaires qui sont venus de métropole et qui sont repartis. Nous avons à peu près 40 universitaires sur Martinique-Guadeloupe titulaires. Et vous en avez eu dans les 12 dernières années 8 qui sont repartis, je ne parle pas de retraite, de Martinique, alors qu'en Guadeloupe, personne n'est parti. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi ils partaient. Donc c'est là on s'est dit que aucun des universitaires qui sont partis n'était antillais de souche. C'est tous des métropolitains. Donc l'importance, il nous est paru comme une évidence de promouvoir nos jeunes et de leur apporter la possibilité de devenir universitaire avec une carrière universitaire. Donc on a créé une pépinière hospitalo-universitaire. Et puis, on les aide sur beaucoup de choses. On leur montre des membres du CNU. Et surtout, une chose très importante qui a une résonance avec ce qui a été dit hier et ce qui vient d'être dit, c'est que ce sont donc majoritairement des étudiants qui sont afrodescendants. Et vous n'êtes pas sans ignorer que les populations afrodescendantes à travers le monde ont très peu, il y a très peu d'investissements sur ces populations. Or, il y a des grandes particularités. Et donc, leur donner des sujets de recherche sur les maladies et les particularités des maladies afrodescendantes est quelque chose qui a un énorme sens pour eux. Sachez par exemple que Martinique et Guadeloupe sont les habitants de ces îles sont les habitants qui vivent, et de très loin, quand l'espérance de vie des afrodescendants à travers le monde. On a 8 ans d'espérance de vie de plus que les afro-américains. Donc ça a vraiment un sens, ils le savent, et ça a vraiment un sens pour eux. Il y a d'autres choses qui ont un sens pour eux, c'est qu'il y a des maladies qui sont particulières chez nous, et nous avons encore des médecins qui travaillent dans nos CHU, en Martinique et en Guadeloupe, et qui ont découvert des maladies. Alors ça, c'est assez peu fréquent. Et donc ça a beaucoup de sens pour eux. Ils voient qu'on fait des choses pour les afrodescendants et on offre des données qui sont pour toutes les populations afrodescendantes. Donc c'est quelque chose sur lequel on appuie parce que c'est vraiment quelque chose qui leur fait envie de rester. Ils ont l'impression de travailler, ils n'ont pas que l'impression de travailler pour la population. Et donc quand on arrive à avoir un universitaire qui a ce travail de recherche sur ces populations qu'il reste, et bien généralement les équipes s'étoffent. Si je prends ma propre expérience, je ne suis pas antillais, mais bon, je reste celui-là depuis longtemps. Moi, quand j'étais nommé MCU, j'avais une chef de clinique et moi-même. Nous sommes 12 maintenant. Et c'est pareil en urologie, c'est pareil dans beaucoup de domaines, en ORL, chez Suzy Duflo. Ce sont des îlots qui vont permettre de pallier les difficultés d'accès aux soins
Et donc c'est comme ça qu'on arrive progressivement à essayer de sortir du milieu du gué pour progressivement arriver à universitariser l'ensemble des spécialités. Alors, il y a des difficultés pour universitariser parce qu'évidemment, nous sommes dans une période de finances difficile. Et quand on commence à utiliser les postes qu'on a, à un moment, on se trouve devant un mur. Et nous n'avions aucune difficulté. Là, maintenant, puisque les quelques révisions qui viennent de se passer sont des jeunes issus de chez nous, nous nous retrouvons avec les mêmes difficultés que je vous avais au quotidien. Voilà, c'est le témoignage que je voulais faire. Merci Christophe. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur Hervé Guillard, qui est le maire de Saint-Brieuc. Et donc, monsieur, voilà, votre témoignage est important pour nous. Vous êtes de l'autre côté, finalement, hein, et en tant que coordinateur de la vie d'une commune, d'une ville, d'une petite ville, quel intérêt vous avez à travailler avec le CHU, pourquoi vous aidez à l'universitarisation et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ? D'abord, merci d'avoir pensé à nous inviter, nous, les politiques et les élus, parce que vous êtes à Nantes, ici, et moi, je fais partie de ceux qui pensent que Nantes, c'est la Bretagne, mais je ne veux pas ouvrir un débat. Ah, je crois que je ne suis pas tout seul. Et en Bretagne, on travaille squaz ou squaz, on dit, épaule contre épaule. Et je sais que ce principe-là, c'est un principe que vous partagez dans votre profession. Et on ne peut pas avancer sur ce sujet si les représentants des gens ne sont pas à vos côtés. C'est une démarche qui est descendante, c'est une démarche qui est montante simultanément. Et le politique représente la population, et la population dit, ces dernières élections, à coup de millions de représentants, que la proximité, ça devient la politique la plus forte sur laquelle il y aura le plus d'enjeux dans les années à venir. C'est Pierre Rosanvallon qui développe ça. Pour lui, la prochaine révolution, c'est une révolution politique de la proximité. Comment on résout cette équation ? Ça veut dire qu'il faut partir de la personne et la mettre au cœur de nos attentions. Et un élu, s'il part de la personne et qu'il la met au cœur de ses attentions, il va tricoter tout autour en fonction du besoin, le réseau nécessaire. Et en matière de santé, quand on est une ville comme Saint-Brieuc, on est une ville qui a une fonction. Saint-Brieuc, c'est ce qu'on appelle une ville-centre. Quelle que soit la taille de la ville, si elle a cette fonction, elle a ces mêmes problèmes. Partout en France. Vous allez recentrer une forme de pauvreté, vous allez avoir des obligations administratives, vous allez avoir des obligations judiciaires, toutes ces fonctions vont se trouver là. Et quand on n'est pas une ville universitaire, on cumule, on va dire, les obligations d'avoir un regard politique et une action politique sur le territoire. Alors en matière de santé, je partage beaucoup ce qui a été dit dans la partie précédente avec le docteur Anne-Charlotte Bas, je crois, et qui évoquait un certain nombre de difficultés dans la mise en distance entre le besoin du citoyen et la machine que représente la santé. Il faut affronter cette complexité. Il faut affronter la granularité de la proximité à mettre entre l'hyperconcentration technique et de recherche qui va se trouver dans les métropoles, on peut l'entendre, ou à côté des très grandes villes, et le besoin de rapprocher malgré tout, avec des notions de délai, des notions de coût, cette forme de proximité vers le citoyen. Le citoyen a du mal à accepter ça, mais c'est parce qu'on lui accepte pas de participer de cette réflexion. Elle est captée, malgré tout, par vous. Cette graduation, cette granularité est peu acceptable par le citoyen parce qu'on n'a jamais mis la démarche de démocratie de proximité, de démocratie participative pour lui permettre de dire et de construire avec vous cette compréhension qu'on ne peut pas tout avoir à côté de soi, que si vous voulez avoir des médecins sur un territoire qui est malgré tout rural, c'est parce qu'ils peuvent faire de la recherche, ils peuvent se mettre côte à côte, participer, fabriquer, faire leur métier, et que si on n'accepte pas qu'il y ait des accidents, eh bien pour ça, il faut que l'agrégat des compétences et de la sécurité ne peut pas se faire partout. Il y a des lieux dans lesquels c'est acceptable. Un citoyen peut accéder à ça, mais pour ça, seul le politique ne peut pas le faire. Il faut donc que vous puissiez travailler avec nous sur cette graduation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? D'abord, on s'est dit qu'il fallait être très clair. Le GHT des Côtes-d'Armor, le centre hospitalier Saint-Brieuc, devait être très clair dans sa relation à sa maison mère.
à Rennes. Il se trouve que nous ne sommes pas une ville universitaire, donc notre antenne universitaire est à Rennes. L'hôpital de Saint-Brieuc est connecté au CHU de Rennes. L'IFTS et son universitarisation, je crois qu'on dit comme ça, c'est Rennes aussi. Donc pour nous, il n'y a pas d'émiettement des compétences. À partir du moment où on pose ça, il faut avoir ensuite un doyen qui l'entende. La clé, c'est évidemment la relation au doyen. Et puis, il y a l'aspect politique et de financement. Là, c'est un champ très particulier. Évidemment que les élus en ont envie, mais les élus passent. Les besoins peuvent changer. Comment garantir cette continuité d'une politique publique de financement qui n'est pas une compétence locale? Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai le droit de financer que des compétences qu'on m'attribue. Il se trouve qu'en tant que ville, j'ai une compétence générale qui me permet de le faire, mais pas dans l'EPCI. L'EPCI, l'agglomération, n'a pas ça. Or, c'est l'agglomération qui, à un moment donné, est en capacité de financer un territoire qui dépasse ma ville. Donc là, on est déjà dans un nœud un peu plus complexe. Nous, on a financé les bâtiments, on finance le personnel de formation également, on va financer les moyens. On a créé une ligne de bus pour aller de la gare à l'hôpital, des gares de vélo, on a créé des résidences universitaires. On a énormément investi, mais moi, j'ai un problème, je n'ai pas de continuité. C'est-à-dire que chaque année, on peut remettre en cause ce financement-là, parce que ce n'est pas une compétence et que je n'ai pas pu la voter, la délibérer sur une forme de pluriannualité. Ça, c'est vraiment un problème qu'à chaque fois je pose sur la table. Il faut que vous, comme nous, on pousse nos représentants nationaux à faire évoluer la réglementation et surtout la législation pour que les agglomérations au travers des villes aient une forme de compétence dans le financement de ces antennes universitaires de santé sur leur territoire. Si on n'a pas ça, vous l'aurez jamais. Personne ne l'aura. Et au bon vouloir des évolutions politiques, et moi je fais partie de ceux qui craignent beaucoup l'avenir, notamment les futures présidentielles, on peut se retrouver avec des arrêts de financement qui seront préjudiciables absolument à tout le monde. Donc il faut porter une évolution législative qui permette aux collectivités et aux agglomérations qui le souhaitent de s'emparer de cette continuité de financement. Dernière chose, je questionne l'ARS, parce que c'est un partenaire essentiel. Mais l'ARS, si elle ne staffe pas les équipes au niveau du centre hospitalier, si on n'a pas la même démarche avec la médecine libérale que dans la médecine hospitalière pour former, accompagner, qui demande plus de temps, plus de moyens, ça, je ne pourrais pas le faire non plus, et vous non plus. Donc on a besoin de cette complémentarité, ce soutien de l'ARS. Et dernière chose, Madame Anne-Charlotte Bas disait tout à l'heure qu'on manque d'évaluation. Moi, j'en ai. En tout cas, j'en ai sur 10 ans. C'est très cyclique. L'attrait d'une jeune population pour les métiers de la médecine sur un territoire qui est soit rural, soit petitement urbain, il n'est pas constant. On n'a pas la densité suffisamment forte d'une métropole pour avoir toujours un flux. Il faut qu'on accepte ça. Parfois, on en a beaucoup. 2 ans après, vous en avez moins. On a l'impression qu'on doute, mais il ne faut pas douter. Le territoire en aura toujours besoin. Donc cette continuité du politique sur tous ces champs-là, c'est à côté de vous, je pose ce sujet sur la table. Voilà. Alors, malgré le retard que nous avons pris, on va prendre le temps d'une question. Je pense qu'il y a des sujets importants qui ont été abordés par les trois premiers intervenants. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non, a priori. Alors, vous parlez beaucoup de délégations pour structurer, avoir des actions structurantes plus locales. Moi, ce que je retiens des 3 interventions, c'est qu'effectivement, ça part du territoire, au cœur du territoire et au cœur de la politique territoriale, et que j'entends que vous n'avez pas tous les outils et que finalement ce que vous demandez, c'est une délégation au niveau du territoire sur des décisions structurantes qui puissent vous donner tous les leviers pour pouvoir demain aller au bout de vos projets. Et puis j'entendais effectivement du côté des territoires ultramarins qu'effectivement, encore une fois, et c'est la même chose, c'est qu'on part de l'humain, on part de recrutement d'étudiants locaux, en tout cas vous y croyez, c'est ce que vous avez dit, pour faire monter les jeunes générations. Je ne sais pas si vous avez... quels seraient les leviers peut-être côté société civile qu'on pourrait vous donner? Quelle est votre attente? Oui, côté société civile, côté politique. Nous, on ne sait pas lire notre territoire en matière de santé. C'est-à-dire on a dû construire un centre de santé sur Saint-Brieuc parce que la médecine libérale ne répondait plus et qu'on n'en avait pas. Et que dans ces cas-là, qu'est-ce que fait
Un élu, il fait un centre de santé, il municipalise, même si ce n'est pas sa fonction. Je me suis cassé la tête à essayer de comprendre quels étaient les besoins de mon territoire. Parce qu'on doit on doit faire une documentation sur les besoins en termes de santé, de problématiques de son territoire. Nous, les élus, on n'accède pas à ça. Je ne sais pas quel est... ou alors je le sais à grosse maille, par grand type de maladie, mais ce n'est pas très territorialisé, voire par quartier. J'ai des quartiers prioritaires de la ville. Je pense qu'en QPV, qui sont des zones de migration fortes, évidemment que ça ne doit pas du tout être le même profil qu'ailleurs. Mais je n'accède pas à ça. Et je pense que si on peut se mettre côte à côte pour développer une politique de santé sur le territoire, il faut nous donner accès. Mais quand je dis accès, ce n'est pas simplement l'info. L'expliquer, la partager pour qu'on soit plus ensemble pour fabriquer cette politique de santé en matière de territoire. Je me sens souvent assez seul dans cette lecture des choses et je vais chercher des copains ou des collègues qui sont médecins pour lui dire « tu peux m'expliquer ça ?» et on essaye du coup de fabriquer quelque chose. On n'est pas assez en coopération, je trouve, en matière de savoir. Ensemble, ok. Oui, Odile. Ça me fait penser à une réflexion que nous menons les universités, c'est comment accompagner les collectivités dans la prise de décision sur des sujets dont ils ne maîtrisent pas l'ensemble des éléments. Et ça, je crois que l'université, dans sa diversité et dans ses différentes composantes, peut apporter des réponses ou des aides, en tout cas, pour que vous preniez vos décisions avec l'éclairage scientifique nécessaire. Et ça peut être aussi un rôle complémentaire de l'université. Merci beaucoup. Nous passons à la suite. Donc, nous enchaînons avec le docteur Thierry Godot, qui est président de la conférence des PCME de centre hospitalier, endocrinologue, et qui va nous donner son regard un peu sur le prisme, justement, de sa fonction et des centres hospitaliers. Oui, merci pour cette invitation à participer à cette table ronde. Alors, Alain Fuseau a fait une présentation remarquable qui résume bien un peu les différents projets. Donc, je vais essayer de donner rapidement quelques éléments complémentaires sur la vision qu'on peut avoir. Alors déjà, l'universitarisation, on parle beaucoup de recherche, mais c'est aussi un sujet d'accès aux soins, d'améliorer l'accès aux soins. Et on a besoin, déjà, en premier abord, d'un CHU fort. Un CHU qui est expert dans les soins, dans la recherche, un CHU qui donne confiance, qui donne envie, qui fait confiance, dans une logique de gagnant-gagnant dans son territoire, et un CHU moteur, mais un CHU qui n'est pas aspirateur. Il a besoin aussi de centres hospitaliers forts, et qu'il faut qu'on travaille ensemble de manière vraiment coordonnée sur le maillage territorial, parce que des CHU faibles feront... des CH faibles feront des CHU faibles. Et il y a un sujet dans le cadre des conventions, notamment hospitalo-universitaires, qu'on appelle les conventions d'association, sur un travail sur la démographie médicale, de mieux connaître les prospectives des emplois, des compétences, des projets des GHT, pour essayer de réfléchir aussi comment on peut irriguer dans les établissements de manière prospective, y compris en influant peut-être les formations des internes, peut-être en surspécialité, sur les prochaines années, et les faire connaître de nos internes. Parce que souvent, les internes ne connaissent pas obligatoirement les projets, ils viennent dans nos établissements, ils connaissent nos établissements, mais ils ne connaissent pas obligatoirement les établissements d'à côté, en fonction des choix de stage. Je reparlais des internes. Il y a un sujet important pour nous, c'est un peu aussi cette transparence de l'équité sur la démographie médicale, parce que parfois, mais c'est les ravages de la démographie médicale, on pense qu'il y a un déséquilibre entre l'irrigation du CHU dans son propre GHT par rapport aux autres GHT, et je pense que ça, c'est un sujet dont il faut absolument parler. On a des besoins, je pense, aujourd'hui d'un hôpital qui se recentre sur son expertise, et on a besoin en effet que cette expertise se retrouve dans les CHU. Il y a peut-être des questions, dans certains endroits ça a été dit, vous avez apparemment des services qui ne sont pas tous universitaires, et peut-être que ce lien justement sur l'organisation interne entre le versant H des CHU en termes de soins de proximité et le versant universitaire peut-être est à retravailler dans certains endroits, peut-être à retravailler aussi sur peut-être une organisation, mais c'est déjà le cas dans pas mal de régions. On a les GHT, est-ce qu'il faut des groupements hospitalo-universitaires reliant plusieurs CHU? Peut-être qu'il faut travailler. Alors sur l'universitarisation, beaucoup a été dit, je ne vais pas rentrer dans le premier cycle. Le deuxième cycle, on est toujours très demandeur
d'avoir des externes. On regrette que c'est parfois très région dépendante, très doyen dépendant. Et quand même, les expériences, alors il ne s'agit pas de dire que les externes doivent aller qu'en CH, ils doivent aller évidemment en médecine de ville. Mais les retours qu'on a, c'est que les externes sont plutôt heureux en CH, sont bien formés et sont demandeurs. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut absolument travailler à un moment où il y a de plus en plus d'étudiants en médecine et qu'il faut donc les former correctement. Le sujet des internes, je pense que, je rejoins par rapport au sujet de GPMC, il y a un sujet aussi de travail un peu mieux coordonné sur la répartition des internes dans les territoires. Aujourd'hui, c'est parfois un peu opaque entre les organisations et les choix liés aux coordonnateurs, au désir des internes. Je pense que là, faut là aussi, par rapport à la répartition, en fonction de l'accès aux soins, en fonction des projets, travailler de façon un peu plus coordonnée entre les uns et les autres. Je pense qu'il faut absolument du lien entre les coordonnateurs et les services qu'on l'agrément, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on met des internes n'importe où. Il faut qu'il y ait un encadrement, il faut qu'il y ait un projet pédagogique. Là aussi, c'est un peu flou sur l'évaluation de ces projets pédagogiques, sur l'évaluation des stages. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer longuement sur le côté PU, MCU. Alain en a beaucoup parlé. Moi, je voudrais insister sur l'aspect chef de clinique. Moi, je suis un peu un nostalgique. Je suis ancien chef de clinique, alors ça doit jouer. Je suis un peu nostalgique des chefs de clinique dont on avait énormément dans nos établissements et dans nos CH. Je pense que c'est une formation de qualité qui nous apprend à gérer les cas complexes, qui nous forme à la recherche, qui nous forme à de la rigueur. Et quand vous récupérez un chef de clinique dans un établissement, il a une formation particulière qui est une plus-value indispensable sur les CH. Et je pense que ces chefs de clinique, il faut vraiment retravailler là-dessus. C'est une filière, certes, universitaire, mais je pense qu'indirectement, avoir des chefs de clinique dans nos établissements, c'est une forme d'universitarisation de nos établissements, au-delà du fait d'avoir du MCU, au-delà du fait d'avoir des PU. Et je pense que ça, c'est un sujet absolument à travailler sur ce besoin. En plus, ça permettrait d'avoir véritablement une labellisation sur des valences universitaires dans nos établissements. On est demandeur à ce que les PH, et souvent, en effet, Benoît l'a dit, on a des anciens chefs de clinique, et des valences universitaires pour la reconnaissance sur l'encadrement. On vient aussi à l'hôpital parce qu'on aime bien former, parce qu'on aime bien faire de la recherche, et cette reconnaissance des valences universitaires, avoir éventuellement aussi des maîtrises de stage universitaires dans nos établissements, c'est un sujet. Alain l'a dit, nous, on n'est pas demandeurs de multiplier les CHU. Je vous ai parlé même peut-être de les regrouper. Ça, c'est une erreur. À mon avis, ça serait plutôt tirer le CHU vers le bas. Il faut des services universitaires, de l'universitarisation, quelques services dans nos établissements, mais surtout, pas de citadelle universitaire isolée. Il faut que ça soit dans une logique territoriale. Il faut que ces services universitaires soient vraiment reliés avec les CHU, parce que de toute façon, on le voit bien dans l'attractivité médicale, et je pense que c'est le même sujet sur les HU, nos petits établissements ont du mal à recruter quand c'est des équipes de 2 ou 3. Et je pense qu'un universitaire qui est isolé dans un service universitaire en CHU, obligatoirement est en difficulté et vous pouvez avoir du mal à recruter. Donc là aussi, il faut travailler là-dessus. Je voulais rajouter quelque chose sur les besoins des internes. On va avoir plus d'internes prochainement. On sait qu'on a des spécialités médicales qui sont en grande difficulté. Il y a un sujet qu'on porte toujours dans nos établissements, c'est le sujet de la médecine polyvalente. On pense que la gradation des soins dans les GHT se réorganisera grâce à des services de médecine polyvalente dans de très nombreux établissements, d'ailleurs y compris dans des gros. Moi, j'ai un gros service de médecine polyvalente encadré par des équipes médicales de territoire. Et là, il y a un sujet sur la formation des internes. Quand on a eu 1000 internes de moins, on a baissé de façon équitable globalement les postes dans les spécialités. Nous, on est convaincus, entre guillemets, que les prochaines années, il faut vraiment avoir une réflexion sur une meilleure adéquation entre les besoins de santé et la formation. Et il y a probablement des spécialités qu'il faudrait plus former, au moins temporairement. C'est-à-dire que s'il y a
20% d'internes en plus, il ne faut peut-être pas 20% chez tout le monde. Peut-être qu'il y en a, il faut 10, 15 et d'autres 25 ou 30. La médecine interne peut-être, la médecine polyvalente, la médecine générale, la pédiatrie, la psychiatrie, etc., etc. Et je pense que ça, on a un vrai travail collectif si on veut réussir l'accès aux soins. Et la recherche, évidemment, on pense que la recherche, c'est aussi une conséquence de l'universitarisation. C'est un élément fondamental. D'abord, il y a plein de filières, plein de patients dans nos établissements. Et c'est un élément d'attractivité sur lequel on tient dans nos établissements, élément d'attractivité médicale, un élément d'égalité d'accès aux soins. Et donc, la recherche, elle doit être préservée dans les CH, en lien avec les CHU. Je pense qu'il faut faire une réflexion aussi sur les règles de bonne pratique à l'intérieur des établissements, à l'intérieur des territoires, sur la recherche, comme peut-être il faudrait avoir un vrai projet partagé sur les objectifs de l'universitarisation des territoires avec des évaluations. Et nous, on avait proposé à un moment que ça soit inscrit dans le PRS, qui est un chapitre universitarisation des territoires au sein des PRS. Voilà, merci. Merci beaucoup Thierry. Je vais passer la parole à monsieur François Mangin-Lecreux. François est directeur général de l'ARS de Normandie. Donc à ce titre, finalement, il a un rôle de préfet sanitaire. Il coordonne toute la santé dans une région. Et donc François, quelle vision vous avez de cette universitarisation et comment vous pouvez l'accompagner ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci Benoît de cette invitation à cette table ronde et de me donner l'occasion, mais après Alain Fuseau aussi, après vous-même, de parler un petit peu de la façon dont on porte cette démarche d'universitarisation en région normande. Cette belle idée finalement du CHU élargi, puisque ça a été dit par les différents intervenants, l'idée est aujourd'hui d'aller, plutôt que de démultiplier les CHU, plutôt d'aller porter l'universitarisation différemment dans les territoires. Alors, peut-être 3 axes importants pour ne pas être trop redondant avec les précédentes interventions. D'abord, pour nous, l'universitarisation, et c'est important de le redire, je reviendrai sur les questions de formation après, mais l'universitarisation, c'est aussi la capacité à amener du soin d'excellence en proximité dans les territoires. Là-dessus, évidemment, le travail d'organisation des filières de soins dans les périmètres de GHT se fait chez nous comme ailleurs, avec tous les enjeux qui sont liés sur certaines filières à la mutualisation de la ressource médicale. Mais le rôle d'appui que jouent les CHU derrière est évidemment très très important. Quelque part, les CHU, c'est un petit peu le support des établissements supports dans nos territoires et notamment la capacité à projeter à travers les CHU, à travers toutes les consultations avancées qu'on développe sur le territoire normand, dans certaines filières de soins, c'est aussi une manière d'apporter dans des territoires qui n'en sont pas nécessairement pourvus du soin d'excellence dont ils ont besoin et de rapprocher ce soin d'excellence des besoins de la population. Donc ça, c'est évidemment le premier axe et qui touche finalement au positionnement du CHU avec son environnement. Et je voulais évidemment le dire parce que quand on parle d'universitarisation, on pense souvent formation, mais évidemment l'universitarisation, c'est aussi le positionnement des CHU dans leur subdivision hospitalo-universitaire et le rôle qu'ils jouent par rapport aux filières de soins. Le second axe, évidemment, alors là-dessus, beaucoup de choses ont été dites, mais c'est vrai qu'en Normandie, il y a eu un effort extraordinairement important ces dernières années. On a été un peu précurseur, grâce à vous notamment, Benoît, mais l'ex-Basse-Normandie a également emboîté le pas. Le président Adaoui le disait tout à l'heure, en fait, sur les questions de formation, c'est vrai qu'on a fait un travail considérable avec les collectivités locales depuis maintenant plus d'une dizaine d'années pour aller projeter finalement des enseignants universitaires dans tous les hôpitaux de périphérie, aux différentes échelles évidemment de ces hôpitaux, mais surtout dans les hôpitaux évidemment de premier recours. Et ce travail qui a été fait nous permet aujourd'hui d'avoir plus d'une quinzaine quand même. Alors dans la gradation des postes, évidemment on parle des maîtres de conférences ou professeurs, mais la question des chefs de clinique associés, effectivement évoquée tout à l'heure, est pour nous très importante également, avec l'ambition à la fois de mieux encadrer les stages en proximité dans nos hôpitaux, dans les territoires, mais aussi l'ambition de projeter de la formation, y compris théorique, de proximité. Et ce travail, on l'a fait donc avec toutes les collectivités finalement à différentes échelles, régions, départements, blocs communal, qui depuis maintenant plus d'une dizaine d'années ont choisi, alors comme le disait monsieur le maire tout à l'heure,
C'est souvent des choix délicats sur le plan juridique parce que les périmètres de compétences de collectivité, même si le bloc communal a une compétence générale, mais c'est vrai que souvent c'est des choix audacieux parce que les collectivités s'engagent au-delà de leurs compétences, voilà, parfois en travaillant de façon un peu acrobatique, la façon de raccrocher ça à des champs de compétences qui leur sont, qui sont plus ou moins proches du cœur institutionnel dans lequel ils sont engagés. Mais on a cette chance-là en Normandie d'avoir des collectivités qui ont financé depuis des années, notamment la part universitaire de tous ces enseignants projetés dans les territoires. Pourquoi on le fait? Ça a été dit par plusieurs intervenants avant. Pourquoi on le fait? Tout simplement parce que d'abord, nous, on croit profondément, et je pense que ça se vérifie avec quelques années de recul maintenant, qu'en apportant de la formation en proximité dans les territoires, non seulement on donne envie à des jeunes de ces territoires-là de rentrer dans les formations de médecine, ça a été dit tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de représentation des jeunes des territoires ruraux, des jeunes des quartiers politiques de la ville également, dans nos filières de soins. Or, c'est probablement ces jeunes-là qui, si on parvient à les faire rentrer dans ces formations, qui reviendront dans ces territoires demain. Donc il faut qu'on amène cette formation pour ça. Il faut qu'on l'amène aussi parce que parfois même nos jeunes des grandes villes et métropoles, lorsqu'ils découvrent ces territoires à travers leur formation, ils y vont parfois en traînant un peu des pieds. Il faut être lucide quand même, on le voit en interrogeant nos internes. Mais finalement, après y avoir été projetés, ils se disent que la vie dans ces territoires un peu à côté des grandes métropoles n'est pas si désagréable que ça. Ils y trouvent des ressources différentes. Et donc voilà, c'est notamment ce qu'on essaye aujourd'hui pour la 4e année de médecine générale de vendre, avec l'espoir qu'au bout d'un an de présence dans certains territoires, évidemment, ces jeunes resteront. Donc il y a l'idée de faire venir des jeunes de ces territoires vers les études de médecine, de fidéliser des jeunes peut-être pas issus de ces territoires, mais leur donner envie d'y rester. Et puis ça a été très bien évoqué par l'interlocuteur à ma gauche. C'est vrai que derrière, il y a aussi un enjeu d'attractivité finalement de ces hôpitaux à travers la présence même de l'enseignement universitaire, que ce soit un PUPH ou un maître de conférence. C'est vrai que c'est un facteur d'attractivité aussi parce qu'il y a une dynamique d'excellence, parce qu'il y a de la possibilité de faire de la recherche. Et on sait que les jeunes générations de médecins recherchent ça. Et donc, pour faire venir dans nos hôpitaux, il faut aussi qu'on se mobilise là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un axe sur lequel on y croit beaucoup. Et évidemment, l'ARS, modestement, travaille comme un partenaire comme un autre, aux côtés surtout de nos 2 universités, aux côtés des élus, mais avec, je crois, quelques résultats ces dernières années. Et puis peut-être un dernier point, sans être trop long. C'est vrai que quand on parle d'universitarisation, on parle beaucoup de l'hôpital, mais nous, on croit beaucoup en Normandie aussi au continuum de l'universitarisation ambulatoire hospitalier. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour développer les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sur le territoire. Je crois, sous le contrôle de Benoît, qu'on a plus d'une trentaine de praticiens aujourd'hui universitaires qui travaillent dans les lieux de premier recours, donc ils sont engagés dans nos territoires. Et pour nous, c'est un sujet très important. C'est la question de la continuité du lien ville-hôpital qui se matérialise aussi dans la formation, dans l'accueil des internes, dans la contribution au programme de recherche dans les territoires. On envisage même, pour tout vous dire, en Normandie, notamment sur l'UFR Santé de Caen, il y a un projet qui est très avancé là-dessus et j'imagine qu'il se déploiera assez vite et également sur Rouen, de labelliser des CPTS, enfin des CPTS universitaires justement pour que ce lien ville-hôpital, ce continuum d'universitarisation ambulatoire hospitalier puisse trouver sa matérialisation dans le travail des CPTS. Donc voilà, en tout cas, c'est un sujet auquel on croit. Et dernier point là-dessus, pour vous dire que derrière, évidemment, ça a été dit par les précédents intervenants et notamment par monsieur le maire de Saint-Brieuc, finalement, l'universitarisation, elle est emblématique de ce qu'est aujourd'hui, je crois, la vision de la santé qu'il faut qu'on arrive à porter dans les territoires. Ça n'est plus, alors ça fait écho à des débats en cours dans lesquels je ne rentrerai pas, mais c'est vrai que la santé, ça n'est plus que uniquement l'affaire de l'État, des organismes d'assurance maladie ou du secteur hospitalier. C'est un vrai projet de territoire aujourd'hui. Et moi, je suis ravi de voir qu'à travers ce sujet très important de l'universitarisation, on emmène sur cette question de santé, y compris sur la structuration de l'offre, nos collectivités territoriales. Voilà. Et la preuve est faite en Normandie que c'est possible sans faire des révolutions de modèles préoccupants. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez fait la transition avec notre dernier intervenant en évoquant les CPTS. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Morel, qui est médecin généraliste, mais surtout président de la Fédération nationale des CPTS et qui va nous donner son regard de ce point de vue-là. Merci. On vient de vivre une belle coopération ville-hôpital avec ce fil. Merci beaucoup.
Effectivement, je suis Jean-François Morel, je suis médecin généraliste à côté d'Angers, dans un petit village qui s'appelle Bécon-les-Granites, et que j'aime bien citer parce que je trouve que c'est poétique comme nom. Et je suis président de cette fédération des CPTS depuis le début de l'année. Les CPTS qui couvrent à peu près 85% du territoire national. Je voudrais juste faire un petit sondage parmi vous. Qui a déjà travaillé avec une CPTS de son territoire ? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, sachez que le miroir à ce petit sondage, promis, ce ne sera pas une action de recherche. Le miroir à ce petit sondage, c'est que les CPTS, elles ont travaillé avec vous à 98%. Ça veut dire que les CPTS, elles sont toutes tournées vers la relation ville-hôpital. Quelles sont les missions des CPTS ? Les missions des CPTS, c'est l'accès aux soins. Donc, on parle d'attractivité, c'est notre cœur de métier. Les parcours, donc c'est pour ça que les CPTS viennent travailler avec les hôpitaux. La prévention et les crises sanitaires. Ça, ce sont les 4 missions obligatoires. Les 2 autres missions optionnelles sont la qualité et l'accompagnement des professionnels de santé. Donc vous voyez que recherche, universitarisation, accueil des étudiants, c'est pas forcément le cœur des métiers des CPTS. Et pourtant elles sont quasiment toutes tournées vers ces nouveaux métiers. Alors les raisons à ça, c'est que concernant l'accueil des étudiants, ça rejoint la première mission qui est l'accès aux soins, parce que l'accueil des étudiants, c'est forcément les professionnels de demain. Donc effectivement, les CPTS ont beaucoup investi l'accueil des étudiants, travaillent beaucoup sur l'accueil des docteurs juniors, si tant est qu'elles peuvent trouver une place dans ce dispositif qui est encore un petit peu long à mettre en place. Mais en tout cas, elles sont prêtes à travailler et à travailler aussi aux côtés des élus, parce que c'est vrai que l'accueil des étudiants, ça va se faire grâce au département de médecine générale et aux autres formations, mais ça va se faire aussi grâce au partenariat avec les élus locaux. J'ai un message à vous passer, adressez-vous à votre CPTS, parce que la CPTS a une très fine connaissance de l'état de santé de sa population. Alors, oui, mais il faut aller plus loin parce qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Les élus ont accès aux déterminants de santé à hauteur d'à peu près 60%. Et nous, avec l'organisation des soins, on est à 15%. Mais par contre, l'expertise, c'est nous qui pouvons l'apporter. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble. Et puis à travailler aussi avec les établissements. Dans le petit sondage que je viens de faire auprès de vous, il n'y avait pas de différence entre hôpitaux de proximité et groupements hospitaliers, mais nous on l'a fait dans notre sondage et celui qui emporte notre cœur, c'est quand même l'hôpital de proximité. L'hôpital de proximité, c'est vraiment un frère en fait pour les CPTS. On a les mêmes problématiques. On a souvent les mêmes territoires, on a une zone de couverture qui est à peu près identique, le territoire, et donc c'est assez naturellement que les CPTS vont travailler assez facilement avec les hôpitaux de proximité. En plus, il y a souvent un lien historique avec les hôpitaux de proximité. Avec les groupements hospitaliers de territoire, c'est un peu plus compliqué et pour ça, en fait, les CPTS se structurent, elles s'organisent. Il faut que vous le sachiez. Bien souvent, en fait, les CPTS s'organisent en regroupement de CPTS. On appelle ça des inter-CPTS et c'est justement le premier objectif de ça, c'est de pouvoir se mettre au niveau d'un GHT. Dans le 49, on est en train de faire ce travail pour se mettre au niveau du GHT pour travailler sur responsabilité populationnelle. Donc je peux vous annoncer que ça y est, les CPTS ont toutes voté pour travailler avec le GHT du 49 pour envisager responsabilité populationnelle. Et en miroir, le GHT n'aura face à lui qu'un seul interlocuteur qui va représenter quasiment l'ensemble de son territoire. Alors concernant la recherche, les chiffres sont un peu moins massifs. On est à 60% des CPTS qui sont OK pour se lancer dans la recherche. On est d'ailleurs inclus là dans la nouvelle fédération de recherche en soins primaires. Mais c'est vrai que là, alors c'est moins naturel. Le travail de recherche, j'entends vos discours depuis le début qui disent que la recherche est un facteur d'attractivité.
Eh ben, pas dans le premier recours en fait. Si vous vous adressez à des acteurs du premier recours et que vous leur dites on va travailler ensemble sur une action de recherche, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent et pourtant on a une mine de connaissances dans le premier recours. Donc c'est pour ça que nous à la fédération, ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'on accompagne les CPTS pour qu'elles puissent monter en compétences, avoir envie de faire de la recherche. Et en ça, on pense qu'on a une bonne carte à jouer en la matière parce que c'est une façon aussi de prouver ce qui se passe dans les CPTS. On est un petit peu en crise de reconnaissance au niveau des CPTS. Pour ceux qui suivent l'actualité, je ne sais pas si la semaine prochaine, je serai encore le président de la FCPTS ou alors de la Fédération des communautés France Santé. Mais aujourd'hui, je suis encore le président de la FCPTS et c'est vrai que je mets ça en lien avec la petite crise de légitimité parce qu'on est assez attaqué sur ce que produisent les CPTS. Elles n'ont que 6 ans, mais en même temps, elles ont déjà beaucoup travaillé. Et donc, on est en train de travailler justement à plein de niveaux différents à prouver que les CPTS peuvent apporter quelque chose aux soins. Et la recherche en est vraiment une des clés. Et donc, on s'engage massivement dans la recherche. Et l'accueil des étudiants, alors CPTS, je voulais en parler, de la CPTS universitaire, la première CPTS universitaire. Est-ce que les CPTS doivent être lieu de stage ? Alors j'en ai beaucoup parlé avec Attika, je ne sais pas si elle est dans la salle, représentante des étudiants en médecine. Attention à le lieu de stage en tant que CPTS ou en tant que maison de santé. Il faut faire attention parce qu'il faut quand même qu'il y ait un référent, il faut qu'il y ait un responsable, un maître de stage universitaire et que ce soit lui qui soit responsable de cette formation, même si après, grâce à la convention qu'on peut signer pour l'accueil de tous les étudiants, pas que seulement les étudiants en médecine, eh bien on va travailler sur le pluripro. On souffre énormément en formation de la méconnaissance de la part des étudiants, toute formation confondue, de la coordination, des soins coordonnés. Et cette façon de travailler en pluriprofessionnalité sur un territoire et de faire circuler les étudiants dans le territoire pour bien le connaître, c'est une façon aussi de les amener à mieux connaître les soins coordonnés. Et puis dernière info sur la recherche, ça a été évoqué tout à l'heure je crois, c'est la notion de la désinformation. Et en premier recours, on a remarqué que la désinformation touchait beaucoup les soignants quand même. Alors, en fonction de la formation initiale, on n'est pas autant touché, mais je peux vous dire que du côté des paramédicaux, ils sont ciblés par la désinformation. Ils sont vraiment la cible massive des sites Internet parce qu'ils ont une connaissance, ils ont une reconnaissance de la part de la population, mais ils n'ont pas la formation scientifique. Et donc, ils sont moins capables que les professionnels qui ont une formation scientifique de lire les erreurs de la désinformation. Donc, avec la recherche, on entend pallier à ce problème de formation initiale en apportant la connaissance scientifique, y compris aux paramédicaux. Merci. Merci beaucoup.